Hey, salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va nickel. Donc voilà, petite vidéo sur les Cataglyphis velox, vous l'avez vu dans le titre, c'est une espèce que je me suis malheureusement séparé à contre-cœur. J'ai eu des petits soucis là avec mon Terra, donc j'avais beaucoup de mortes, des moisissures. La diapose ne se passait vraiment pas très bien. Donc du coup, j'ai voulu prendre les choses en main, hein, parce que voilà, c'est une espèce que je voulais me séparer, parce que j'ai plus forcément la place à la maison. Mais bon, rien n'empêche qu'il faut s'en occuper, c'est une responsabilité, elles ont rien demandé et donc du coup, voilà, c'est un peu le but de la vidéo aujourd'hui, vous raconter un petit peu ce qui s'est passé avant de m'en être séparé. Donc là, comme vous voyez, j'ai voulu dans un premier temps connecter un nid de chez Esthétique Ant au module du Terra. Donc pour ça, j'ai utilisé, une perceuse, hein, voilà, tout simplement. C'était un peu en mode bourrin, ça m'a pas forcément plu à moi comme à elle, mais comme je disais, il y a des moments où, heu, on va essayer des solutions, on va essayer de trouver des solutions et si ça marche pas, bon voilà. Donc là, j'ai commencé à creuser un nid parce que j'avais pour idée de les faire déménager dans un setup plus humide, chose que celui-là actuellement n'était pas humide en fait, parce que pour l'été, c'est un setup qui fonctionnait très bien, hein, plus ou moins sec avec une petite zone humide. De grosses chaleurs, ça a marché du tonnerre honnêtement, ça a marché. Mais arrivé à l'hiver, ça a été problématique, le fait que c'est une espèce qui aime beaucoup l'humidité l'hiver, avec des températures aux alentours de 15-16 degrés. Là, j'ai pu la rapporter la température, mais pas forcément l'humidité. Ce qui fait que j'ai commencé à avoir des mortes et là, ça m'a inquiété honnêtement beaucoup, car j'en avais quand même sur une semaine, j'en avais pas mal. Donc ça m'a mis la puce à l'oreille. Donc là, comme vous voyez, j'ai connecté un tube, au nid, hein, et sur ce tube, j'ai mis de l'anti-évasion, car c'est pas des fourmis qui sont très agiles. Je voyais qu'au bout d'une semaine, rien ne changeait. J'avais toujours plus de mortes, comme vous le voyez. Donc là, j'ai pris l'initiative de décoller le nid dans un premier temps et voir ce qui allait se passer. Bon, rien ne changeait vraiment. Elle ne voulait pas forcément déménager, même si j'avais mis le nid, dans le terrain, chose que j'ai pas pu vous prendre en vidéo, je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai pas fait. Voilà, mais j'avais mis le nid directement dans le terrain et bon, ça ne fonctionnait toujours pas. Là, ça devenait critique parce que là, du coup, il y avait plus de zone humide. J'ai essayé un petit peu d'aller jusqu'au maximum, voilà, j'ai essayé de tenir tête. Mais bon, au bout d'un moment, c'est soit les fourmis qui y passent et j'avais pas forcément envie. Donc du coup, je suis parti sur, encore une fois de plus, un déménagement, XXL, hein, voilà, comme mon habitude. Donc j'utilise mon pinceau magique, hein, je suis un fervent défenseur du pinceau. Sauf que le problème, c'est que je pense qu'à l'avenir, j'investirai dans un petit aspirateur de table. Bah, parce qu'honnêtement, pour des grosses colonies, c'est plus intéressant, on y gagnerait notre temps. Là, j'y ai passé quand même une bonne partie de la soirée. Ça a été, voilà, c'est un combat, hein, parce que là, voilà, entre celles qui, qui grimpent partout, le nid qui commençait à peser une tonne, à tenir sur le bout d'une main, ça devenait compliqué. Je me faisais grimper dessus comme d'habitude, hein, j'aime bien me grimper dessus. Voilà, je suis l'homme des fourmis comme on dit, comme disent certains. Donc du coup, voilà, j'ai pris mon mal en patience et puis, j'ai commencé à déménager, tout ça. Donc je les avais mis dans un bac avec de l'anti-évasion, bien sûr, pour pas qu'elles se sauvent. Donc je suis vraiment pas fan, hein, de cette technique parce que là, c'est vraiment, le dernier recours où, là, elles sont vraiment perturbées et j'aime pas ça. C'est des animaux, faut savoir que tout ce qu'on peut faire interagir avec elles, pardon, ça peut poser des problèmes. Je vous cache pas que j'ai continué à avoir des mortes, hein, suite à ce changement un peu radical parce que je me suis dit: «Si je continuais à tenir tête, et qu'elle aussi, il y allait avoir des problèmes». Donc c'était pas moi qui allait avoir des problèmes, c'est surtout elle. Donc du coup, j'ai fait ce déménagement en force. Donc j'ai tout vidé, de chez tout le monde. En préalable, j'avais préparé aussi un nid de chez Esthétique Ant, donc d'ailleurs, il faudra que je vous en parle parce que, je suis pas au final, on dit que c'est des nids qui sont top. Moi, je suis un peu déçu honnêtement, hein, de ce type de nid. Bon, enfin bref, ça j'en reviendrai plus tard dans la vidéo. Donc là, comme vous voyez, madame était enchantée aussi parce que j'ai mis plein de fourmis à terre. Parce qu'en fait, elles étaient sur la table et elles ont glissé parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bon, s'il n'y en a pas beaucoup à gérer, autant les laisser faire leur vie sur la table et je les ramasserai. Bon, enfin bref, tout ça c'était terminé. Et donc, comme vous voyez, j'ai eu un attroupement phénoménal dans l'aire de chasse parce que oui, forcément, on prive les fourmis de tous leurs repères, de leur odeur, de leur nid, de leur maison. Ça a été très stressant pour elles. Mais je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'il y avait vraiment un problème. J'avais aucune physiogastrie sur les fourmis et là, je leur ai foutu, 3 grosses boules de coton, bien humides, de ce qu'elles adorent d'ailleurs et là, à ma grande surprise, elles se sont tous jetées dessus, hein.
Ça, c'est une partie de vidéo, bien sûr. Mais là, vous voyez, les physiogastriques, ils ont commencé à reprendre. Et là, je me suis dit, oui, il y avait vraiment un problème. Elles étaient plus nourries, elles cherchaient plus à se nourrir. Ça devenait vraiment problématique. Et je pense que j'ai pris ça à temps. Voilà, je les ai un peu sauvées quelque part. Avant de m'en séparer, parce que c'était pas prévu tout de suite que je m'en sépare. Mais bon, ça s'est fait assez rapidement, hein, ça, après, voilà. Et ce que je voulais m'assurer surtout, c'était d'observer la reine. Et j'ai eu cette chance-là de l'observer. Ça m'a vraiment fait plaisir de la voir toujours en vie. Comme vous la voyez ici, en plein milieu. Voilà, c'est la reine, qui est très difficile à différencier, hein, chez les Velox, hein. C'est un petit peu un atout chez elle. C'est compliqué. Honnêtement, quand il y a beaucoup de monde, c'est compliqué. Là, j'ai eu cette chance-là de vous la faire voir en vidéo, mais elle allait très bien, elle était en pleine forme, elle avait une petite physiogastrique, pas énorme, mais c'était très bien. Donc je voyais qu'elle était très bien nourrie. Donc là, voilà le nid esthétique Hante, hein, comme je vous dis, je l'ai humidifié un petit peu et regardez toute cette zone humide avec du chauffage. Enfin, c'était voilà. Je me suis dit, bon, elle va peut-être pas déménager dans autant d'un un nid, un module très humide. Et au final, regardez, dès le lendemain, j'ai tout ce qui était stocké dans l'aire de chasse divisé par deux. Et j'ai une bonne partie qui a commencé à se retrouver dans le nid. Donc je me suis dit, au final, elles qui est une espèce qui adore le sec, l'été, adore très bien l'humidité l'hiver. Et là, vous le voyez parce que ça s'est fait rapidement. En une nuit, j'ai eu tout ça dedans, dont la reine qui a déménagé la première. C'était assez impressionnant. Bon, comme je disais sur ces nids, ils sont bien, mais voilà. C'est un nid qui a une tendance, une fois humidifié, à énormément garder l'humidité. Je dis pas le contraire, c'est très bien. Mais par contre, c'est un nid qui stocke beaucoup d'eau, pardon, et qui n'évacue pas forcément naturellement l'eau parce qu'il n'y a pas de courant d'air de créer et compagnie. Voilà, c'est une eau qui stagne et bon, moi, j'aime pas trop ça. Au final, c'est un nid, je pense, ce type de nid pour des espèces qui ont besoin d'humidité, c'est très bien. Mais voilà, ça va pas mettre tout dedans. J'ai un nid, aussi un autre où j'ai eu beaucoup de défauts dessus et ça, j'en reviendrai, c'est pour les formica qui ont déménagé dans ce type de nid aussi. Mais j'en suis vraiment pas content. Honnêtement, pour 124 € le nid, je préfère le faire moi-même. Au moins, je sais ce qu'elles ont besoin. Je sais ce que je voudrais faire exactement et comme je dis toujours aux gens, rien de tel, de faire son nid soi-même. C'est juste qu'il faut du temps et c'est compliqué. Moi-même qui en ai pas beaucoup, c'est compliqué, donc des fois, on passe par la case porte-monnaie. Mais moi, je vous dis juste mon petit retour sur les nids esthétiques Hante, tout simplement. Donc du coup, revenons à nos moutons. Voilà, la colonie était, voilà, depuis, quelques jours, dans le nid esthétique Hante, hein, qui avait l'air de leur plaire quand même et j'ai pu observer encore une fois de plus la reine, hein, se faire, dorloter, nettoyer. J'ai vu qu'elle avait une physiogastrique qui avait un peu plus augmenté. Là, sur le coup, je me suis dit: «C'est vrai qu'on approche d'avril» et comme chaque année, à sa grande habitude, la reine préparait un cycle de ponte. Bon là, aujourd'hui, la personne qui les a reprises a énormément de couvains et c'est reparti pour 6 mois, hein. Honnêtement, c'est une espèce qui bombarde 6 mois, mais c'est une espèce qui fait aussi, autant de temps en diapause. Un peu comme les formiques, hein, comme je compare toujours. Et là, voilà, ce qui confirme ce que je viens de vous dire, c'est, heu, qu'elles ont commencé à me refaire des stocks de vers de farine, de nourriture. Elles ont commencé à se renourrir en protéines, donc qui était signe, voilà, d'une ponte, à venir. Là, c'était le jour du départ, donc j'ai pris des derniers clichés, hein, parce que j'ai quand même un pincement au cœur. C'est ce que je dis, une espèce de fourmi. C'est bien d'en avoir plusieurs à la maison, on est tous pareils. Mais comme je dis, au bout d'un moment, il faut être conscient de ce qu'on achète parce que ça devient vite ingérable dans le sens où si t'as pas forcément l'argent, si t'as pas forcément l'espace, ça commence à prendre de la place et ça devient problématique pour leur offrir ce qu'elles méritent parce qu'il faut savoir qu'il faut les traiter avec respect et c'est une responsabilité et elles ont rien demandé donc les sous-nourrir et compagnie, moi je suis pas trop fan, j'appelle plutôt ça de la maltraitance, après chacun fait ce qu'il veut. Mais je trouverais ça dommage déjà qu'on leur prive de leur liberté. Si en plus, voilà, on leur donne pas ce qu'elles veulent, c'est compliqué. Donc voilà, je suis un peu nostalgique en regardant encore ces dernières images, honnêtement. Mais je sais que là, au vu du nombre de grosses colonies que j'ai aussi à la maison, ça me fait plaisir de les revendre à quelqu'un qui était très intéressé, qui est passionné des cataglyphes, dont je sais qu'il va pouvoir leur proposer bien mieux que ce que moi je leur ai proposé aujourd'hui, hein, parce que voilà. Au bout d'un moment, il faut être réaliste, les amis, et des colonies de fourmis,
ça devient vraiment vite ingérable, honnêtement, hein. Je vais faire une vidéo un peu sensibilisation là-dessus à venir, où vous me verrez, voilà, en face to face, je sais pas comment on appelle ça, mais on en discutera, voilà, sur une petite vidéo sympa. Et puis voilà, donc là, voilà, dernières images, hein, donc toujours pareil, toujours un petit peu d'agglutinement dans l'aire de chasse, hein. Et puis bon, je vais laisser la place à HFFBU. Alors salut à tous, voici l'installation de la colonie qui est à Glyphis Velox que j'ai récupérée. Du coup ici on a la DC, elle fait 50 par 50 je crois. Donc on voit qu'elles sont bien actives, même si pour l'instant il n'y a pas encore de larves donc elles chassent pas beaucoup. Je leur donne quand même quelques blattes, genre 4-5 par jour. Mais pour l'instant pas trop du coup vu qu'elles n'ont pas trop de couvain à nourrir, mais ça devrait pas tarder à arriver. Donc la DC est relativement chaude. Là il y a une lampe chauffante juste au-dessus du coup. On est à peu près là autour de 43 degrés, 30 degrés dans les angles. 33, au plus chaud ici sous la lampe on est à 57 quand même. Donc assez chaud quand même. Elles ont tendance à pas mal se cacher là-dessous. Si on regarde il fait assez chaud, 33, 34 degrés. Je serais pas étonné que d'ici normalement là j'ai eu des œufs il y a une semaine à peu près. Normalement d'ici 3-4 jours à cette température là j'aurai des larves. Donc après une semaine de plus je vais avoir des cocons. À mon avis elles iront souvent en mettre là-dessous les cocons. Alors ici on a le nid, pour l'instant je l'ai pas changé. Il y a le tapis qui chauffe le coin juste là-bas avec la sonde du thermostat. Qui est entre 26 et 30 selon les moments de la journée. Donc là le nid est pas trop rempli, même si bon, il y a quand même un peu de monde, parce qu'il y a beaucoup de monde dans l'ADC quand même. Il y a un bon paquet de grappes d'œufs, la reine m'en fait à peu près une tous les jours, une tous les 2 jours. On en voit par exemple une là, il y en a un petit peu partout, faut aller chercher dans le nid. Donc la reine est toujours vivante. Il y avait aussi le gynandromorphe, que j'ai quitté dans la colonie, que j'ai récupéré quand il est sorti. Donc je l'ai imagé, je vous montrerai ça juste après. Donc petit passage sur Lightroom cette fois pour voir ce gynandromorphe. Donc d'abord ici on a vraiment une ouvrière classique, hein. Bon c'est des photos que j'ai fait rapidement, pas une grande qualité. Ça me demanderait beaucoup plus de temps pour en faire de bonne qualité mais ce sera fait plus tard. Là une ouvrière classique, on voit vraiment que le thorax n'est pas particulièrement développé, relativement lisse. Bon ici un petit peu bombé mais surtout on a aussi le pétiole qui est bien droit comme ça. L'abdomen noir c'est un détail important aussi. Pour comparer de meilleure qualité quand même avec une photo entre web on en a une juste ici. Donc là on voit bien que le pétiole est en pointe comme ça, et ici rien de notable sur le thorax. Maintenant si on revient à nos spécimens, donc sur le gynandromorphe, déjà il faut bien comprendre qu'il est vraiment séparé en deux. On a vraiment la moitié gauche ouvrière et la moitié droite en mâle. Donc ici vraiment on peut voir la démarcation et l'aile ici qui est avec cette structure là justement qui est par rapport à l'implantation de l'aile. Du coup, si on regarde le côté ouvrière, on a bien le thorax noir. Et ici, bon là, ça c'est de l'autre côté, donc c'est pas très important. Il faut bien comprendre qu'ici, le thorax est relativement classique. Par contre, le pétiole, si on regarde, il est quand même un petit peu bombé. On sent qu'il a une forme particulière, il n'est pas en pointe comme on a vu tout à l'heure avec Antweb. Pour le côté mâle, on va faire une petite rotation pour du coup mieux pouvoir comparer. Tac. Ici, on voit bien que le pétiole est vraiment bombé, pas en pointe comme avec l'ouvrière. L'abdomen est bien rouge, alors étonnamment il est pas vraiment dans la longueur comme avec les cataglyphes qu'on peut le voir d'habitude. Et on voit pas très bien s'il y a des génitalia ou pas, donc c'est un peu dommage, mais c'est comme si le gars serait un petit peu tronqué, c'est assez particulier. Et là on voit clairement l'implantation de l'aile qui est typique des mâles quoi. Alors bon, pour cette espèce là il n'y a pas trop de différence au niveau de la tête, pour le coup elles sont toutes assez similaires. Mais bon voilà, ça reste un gynandromorphe, c'est pas très fréquent, donc c'est quand même intéressant d'observer ça. Du coup, en ce qui concerne l'alimentation, pour l'instant, on est surtout aux blattes et aux verres de farine. Donc là, voilà, il y a celle que je viens de donner à l'instant. En plus de ça, je donne quelques phasmes de temps en temps parce que j'ai du surplus dans mes élevages. Donc pour le coup, ils sont décongelés, alors que les blattes et les verres de farine, c'est plus sa tête écrasée. Faut que je me rachète des insectes lyophilisés en principe, comme elles peuvent se nourrir directement les larves sur les proies, elles peuvent en manger. Je vais sûrement me racheter des asticots pour faire quelques centaines de mouches que je vais congeler, comme ça je peux en donner des poignées directement, ce sera plus simple. En plus de ça, là-haut il y a un abreuvoir de liquide sucré. Donc ça, il est vide à peu près en une semaine, je le remplis tout le temps, surtout tout le temps en train de boire dedans. Et l'abreuvoir d'eau, à chaque fois en quelques heures, il est vide, hein, même le boivent super vite pour le coup. Ça part très très vite. Donc voilà les amis, merci à HFFBU. J'espère que tu en prendras grand soin mon ami, hein, car c'est une espèce que je chéris beaucoup et que j'ai vraiment vendue à contre-cœur par manque de place. Parce que comme vous le voyez, j'ai pas énormément d'espace pour toutes mes colonies qui commencent à devenir populeuses. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Il y a une vidéo qui arrivera prochainement un petit peu sur, voilà, point prévention. Et puis j'espère que vous avez liké et n'hésitez pas à partager, vous abonner, mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça permet le référencement.
Donc je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos les amis. Allez, ciao ciao, c'était en story.